Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Encore une fois sur un format un petit peu plus élaboré pour prendre le temps de développer les notions dont on va parler aujourd'hui. Et bien sûr, on va parler d'un sujet d'actualité. Nombreux d'entre vous m'ont demandé des conseils ou voilà, m'ont dit que ça pourrait être intéressant que je partage euh, les visions de l'Ayurveda au sujet de la canicule, au sujet de la chaleur, au sujet de l'été. Donc cette vidéo, c'est pas uniquement pour me contenter de vous donner des conseils un petit peu sur comment gérer la chaleur, même si on va l'aborder un petit peu, c'est pas vraiment mon intention dans cette vidéo-là. C'est plutôt comment est-ce que grâce à l'Ayurveda, on peut comprendre cet épisode de canicule, on peut comprendre les principes euh, qui se passent, donc comprendre ce qui se passe en fait à l'extérieur et à l'intérieur lors d'une canicule par exemple, et plus largement dans le phénomène de l'été. Donc la canicule, on a ce principe en Ayurveda qui est que les principes qui se vérifient à l'intérieur de l'homme sont les mêmes qui se vérifient à l'extérieur. Et on dit d'ailleurs, l'homme est à l'image du monde et le monde est à l'image de l'homme. Et cet épisode de canicule, il a été pour moi en tout cas particulièrement intéressant puisqu'il m'a tout de suite connecté à une notion assez phare en Ayurveda, qui est la notion de fièvre. C'est-à-dire que quand on a vécu ces événements-là, on a pu effectivement constater que notre monde était vraiment en surchauffe, en tout cas le contexte dans lequel on était ici en France ou en Europe, que le monde était en surchauffe. Et si on part de ce principe-là du microcosme et du macrocosme, eh bien c'est comme si notre monde était dans une situation de fièvre, d'une élévation anormale ou en tout cas d'une chaleur interne à l'échelle mondiale particulièrement haute. Et ça m'a intéressé de développer ce sujet de la fièvre, qui est un sujet central de l'Ayurveda, puisqu'il est abordé dans les premiers chapitres, notamment d'un ouvrage majeur qui est la Charaka Samhita. Et c'est intéressant toujours l'ordre des chapitres dans les textes, puisque il y a souvent en tout cas une logique, il y a souvent voilà, des choses qui vont se suivre. Et en général, il y a un lien, il y a une explication. Et dans ces chapitres, le premier chapitre la fièvre est abordée dans la Chikitsa Sthana, donc dans les chapitres des traitements, voilà, des actions qu'on fait pour traiter. Et le premier chapitre, c'est Rasayana. Rasayana, c'est les remèdes pour prolonger la vie, pour se rajeunir ou en tout cas pour vieillir le moins possible. Donc on voit que le but de l'Ayurveda, c'est de faire durer la vie d'une manière saine, donc d'être en santé pendant un long moment, puisque on part du principe que quand on est en santé, on a du discernement et que du coup on utilise le temps d'une manière propice, d'une manière nourrissante qui va contribuer à notre développement personnel, au développement au fait de prendre soin de ce monde et potentiellement à notre illumination. Le deuxième chapitre, c'est Vajikarana Chikitsa, qui est les substances qu'on peut utiliser pour promouvoir la vie, la multiplier. Donc, c'est des sujets qui vont aborder la fertilité, qui vont aborder la préparation à la grossesse et tout ce travail-là. Donc, la priorité, c'est de garder une vie qui soit longue. La deuxième, c'est de pouvoir perpétuer cette vie, pouvoir la multiplier depuis un espace de conscience. Et le troisième chapitre, c'est Jvara Chikitsa, le chapitre du traitement des fièvres. Quelle est la cause de la fièvre? Quelle est la cause d'une augmentation de la chaleur dans le corps et quelle pourrait être la cause de l'augmentation de la chaleur soudaine au niveau de la Terre dans cette saison estivale qu'on connaît? Eh bien, c'est assez intéressant puisque ce chapitre explique les causes mythologiques de la fièvre qui sont des causes qui vont tout de suite nous parler en fait de choses plus subtiles qui, je trouve, s'appliquent extrêmement bien au cas de la dernière canicule qu'on a vécue. Donc, selon l'Ayurveda, la fièvre est le résultat de l'attachement. Ce qui provoque la fièvre, c'est ce qu'on appelle en sanskrit parigraha. Graha, ça veut dire le fait d'être saisi, le fait d'être privé un petit peu d'aller quelque part ou en tout cas de lâcher prise. Et
cette notion d'attachement, ce mot parigraha en Ayurveda, il fait référence à l'incapacité de faire face à l'impermanence de la vie. Et ça fait référence à la notion de contrôle, à la notion d'avidité, à la notion d'attachement, à la notion d'illusion, puisque l'attachement est une illusion du fait de penser que quelque chose va être permanent alors que ce monde nous montre que tout bouge à chaque instant. Et ce terme parigraha, il est assez proche du terme qu'on utilise en sanskrit pour parler de la souffrance. Quand on parle de la souffrance, on parle de dukkha. Dukkha, c'est la souffrance et pour moi, ça me connecte directement à une notion de blocage et d'obstruction. C'est-à-dire que il y a une chose qui est la douleur qu'on ne peut pas empêcher, on ne peut pas empêcher la douleur de se manifester. Par contre, c'est notre rapport à la douleur qui peut effectivement lui changer. Et dukkha ne nous parle pas, donc dans cette traduction, dukkha, ça veut dire ce qui est triste, ce qui est malheureux. Quand on parle de dukkha, pour moi, on parle plus de souffrance. Et cette souffrance est une forme d'obstruction, une forme d'incapacité à pouvoir laisser le flux de la vie opérer en nous. Et il me connecte directement à la définition de la maladie en Ayurveda, qui est roga, qui vient de la racine sanskrit rog, qui signifie obstruction. Donc ça part en fait d'une obstruction, et d'une obstruction vis-à-vis de quoi? Donc au niveau de notre pathologie interne, c'est une obstruction dans les nadis qui empêche l'énergie vitale qu'est le prana de circuler. Ça c'est l'explication assez basique de l'Ayurveda du processus de la maladie. Mais dans cette dynamique plus globale de la souffrance, c'est une obstruction dans notre capacité à laisser le flot de la vie passer en nous et un attachement fort. Et c'est cet attachement qui, selon l'Ayurveda, est responsable de la fièvre, de cette notion de chaleur. Puisqu'effectivement, à partir du moment où je vais résister à quelque chose qui va se passer, ou qu'il y a quelque chose qui se passe en moi et qui va générer une sensation, à partir du moment où je vais rentrer en réaction de cette sensation par de l'avidité ou au contraire par de l'aversion, c'est-à-dire je ne veux pas que ça se passe, ça va créer cette tendance réactionnelle va me chauffer, va créer un processus de chaleur qui va engendrer, selon l'Ayurveda, la fièvre. Et on dit d'ailleurs dans ce chapitre, on explique de manière mythologique que la fièvre est le résultat de la colère de Shiva, que Shiva avait fait vœu de ne pas se mettre en colère, et les démons, ce qu'on appelle les asuras, en ont profité pour semer un petit peu la pagaille. Et une personne qui s'appelle Daksha avait pour normalement rôle d'effectuer ce qu'on appelle des yagyas, qui sont des sacrifices, qui sont des offrandes au feu, des rites, des rituels. Et Daksha, justement, n'a pas effectué assez de rituels pour se prémunir de l'action des asuras, des démons, et n'a surtout pas fait les rituels, n'a pas fait les invocations en hommage à Shiva. Et ce manquement a provoqué la colère de Shiva qui, depuis son troisième œil, a créé Virabhadra, qui est la manifestation de sa colère, qui est venue détruire le yagya de Daksha et qui est venu détruire en fait toute la création et les autres divinités pour prémunir la destruction totale de notre monde ont imploré Shiva de ne pas continuer ça. Donc ils ont essayé de corriger ce qui a été fait et Shiva a accepté de revenir dans sa forme plus pacifiée, mais a dit par contre qu'il allait et Virabhadra ne savait plus quoi faire. Son avatar, ou en tout cas celui qu'il a envoyé avec pour mission de propager sa colère, il se disait, bah voilà, maintenant que tu es pacifié et que tu es un peu moins en colère, qu'est-ce que je fais? Et Shiva lui a dit, ta mission maintenant sera d'affliger la fièvre à la naissance, à la mort et à tous ceux qui manquent, euh, qui ont des régimes qui ne suivent pas les lois de la nature. Donc qu'est-ce que ça nous raconte cette histoire? C'est très intéressant. Si on sort de l'aspect mythologique, Shiva représente la conscience. Shiva représente la partie de nous qui agit en conscience, qui agit selon les lois de la nature, selon des choses qui vont être bénéfiques à des niveaux plus profonds plutôt qu'à des niveaux immédiats. Et Daksha, en sanskrit, ça fait référence à la capacité. C'est un mot qui signifie aussi capacité, vivacité intellectuelle. Donc d'une certaine manière, quand notre intellect perd sa capacité à honorer la conscience, quand on parle de Daksha qui fait des yagyas à Shiva, c'est simplement une manière de dire notre capacité à effectuer des actions
des yagya qu'on peut traduire comme sacrifice, c'est-à-dire des tapas ou des efforts qui servent notre conscience, eh bien le fait d'ignorer cela provoque une forme non pas de colère qui va punir, mais comme conséquence, eh bien un terrain propice potentiellement à une maladie, donc à la fièvre, puisque physiologiquement et au niveau de l'allopathie, la fièvre, c'est simplement la réaction du corps quand le système immunitaire est débordé, quand il y a une intrusion quelque part, et c'est la seule manière que le corps a de continuer de fonctionner quand il y a une infection. Et cette fièvre vient toujours d'un terrain, c'est-à-dire que la problématique, c'est jamais l'événement en question, c'est qu'est-ce qui a mené à cet événement. La problématique, par exemple, c'est jamais un virus, c'est quel est le terrain qui a permis à ce virus de se développer en moi. Et donc, là, on pourrait comprendre dans cette métaphore que c'est le manquement vis-à-vis de la conscience qui a provoqué le terrain favorable à l'infection. C'est-à-dire le fait de ne pas écouter sa satiété, le fait de ne pas prendre de mesures saisonnières, le fait d'être complètement en réaction constante et puis de se laisser complètement driver par ses émotions et de mener une vie en fait de réaction, une vie qui nous chauffe d'une certaine manière. Et la canicule, aujourd'hui, pour moi, elle met en lumière la conséquence au niveau collectif de nos manquements vis-à-vis de la conscience. C'est-à-dire que aujourd'hui, le consensus scientifique est d'accord pour relier la cause des augmentations de température liées à nos comportements et liées notamment à nos excès d'activité dans les transports, dans l'industrie, dans la consommation, etc. Et ces excès d'activité nous parlent finalement d'une manière de se comporter, nous parlent finalement pour moi de parigraha, de cet attachement. Qu'est-ce qui nous pousse à devoir produire autant, à voyager autant, à consommer autant, à importer autant et qu'est-ce qui a fait que potentiellement on a pu avoir des épisodes de canicule graves et difficilement gérables? C'est notre terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique, c'est pas tant la canicule en soi. La problématique, c'est qu'on n'a pas l'environnement adapté pour faire face à la canicule. Donc au niveau global et au niveau, on va dire, macro, eh bien, dans une ville, le fait qu'il n'y ait pas d'arbres, le fait qu'il n'y ait pas d'espace vert, le fait qu'on ait des habitudes de voyage et de mobilité qui consomment beaucoup d'énergie et qui chauffent, tout ça est une problématique. Et la canicule est une forme de fièvre globale qui nous permet de mettre en lumière des déséquilibres de terrain et nous invite toujours à les corriger. C'est-à-dire qu'un épisode de fièvre, il est toujours là pour aider le système immunitaire à maturer, c'est-à-dire à comprendre que maintenant il y a tel virus, je l'ai déjà rencontré, je l'ai identifié, donc l'immunité adaptative va apprendre et potentiellement va s'immuniser plus facilement contre le virus en question. Donc cet épisode de canicule, avec l'intelligence collective, devrait, si on fait toujours en faisant des parallèles, c'est mon interprétation, je dis pas que c'est un modèle exact, mais devrait pouvoir, dans notre immunité collective, c'est-à-dire cette capacité d'adaptation face à des changements et des choses qui peuvent être agressives pour notre physiologie et pour la vie, puisqu'en Ayurveda, en fait, la chaleur, elle sèche et elle menace notre entité corporelle, qui est une entité qui a besoin d'être hydratée, qui a besoin d'être humide. C'est ça qui nous fait rester en vie. Un remède Rasayana, c'est un remède qui va hydrater les tissus. Et le but en Ayurveda, c'est de maintenir cette humidité. Donc, le soleil, la canicule est quelque chose qui menace la vie. Donc, dans notre immunité collective, c'est comment est-ce qu'on peut, à l'image de l'immunité adaptative du corps, eh bien, apprendre de ça et potentiellement prendre des mesures à cette image-là. Donc, c'est ça ce que la canicule peut enseigner au niveau global. Maintenant, au niveau individuel, la canicule, elle est le reflet. Notre manière de gérer la canicule, c'est le reflet de notre terrain. C'est-à-dire que on n'est pas tous égaux par rapport à la chaleur. Et on a vu qu'il y avait des populations qui étaient plus à risque, et notamment les personnes âgées. Puisqu'on l'a vu, là je viens de vous le dire, la chaleur et la force du soleil, elles sèchent. Or, les personnes âgées sont en vikruti, en déséquilibre naturel vata. Il y a une aggravation naturelle de la sécheresse chez ces personnes-là. Donc il y a moins d'humidité, il y a moins de rasa dhatu. Donc l'entité de rasa, c'est l'entité qui hydrate, qui fait circuler les fluides. Donc il y a moins d'humidité, il y a moins de fluides. Donc il y a une tendance plus facile à la concentration du sang. Il y a moins de volume, mais il y a plus de concentration. Cette déshydratation de rasa
peut effectivement corrompre la capacité d'évacuer la chaleur par le mécanisme de la transpiration. Et puis, indépendamment de cette Vikruti Vata et de ces personnes qui sont effectivement desséchées, déshydratées, il y a d'autres facteurs. Il y a notre facteur de vitalité et de système nerveux. La capacité du corps à s'adapter dans sa physiologie sous forte chaleur, elle est régie notamment par le système nerveux. C'est permis par une bonne transpiration et donc par des canaux sudoripares débloqués. Or, on peut avoir selon l'Ayurveda, les Sveda Shrotas, donc les Shrotas, les tubes qui sont chargés justement d'aller évacuer les excès de déchets, et notamment par les glandes sudoripares qui vont évacuer un excès de pitta mala. Eh bien, si ça s'est obstrué par l'hygiène de vie, par une pathologie, par un terrain en tout cas, notre capacité à pouvoir évacuer la chaleur, eh bien, elle va être compromise. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la physiologie ayurvédique, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, simplement le sujet global est de dire que le terrain conditionne notre rapport à la chaleur. Autant au niveau global, c'est-à-dire autant que si on est dans une ville ou que si on est sous un arbre comme ici, on ne va pas tolérer la chaleur de la même manière. Et également, le terrain intérieur, c'est-à-dire comment sont mes liquides, quel est le niveau d'hydratation que j'ai. Et cette hydratation, elle se construit. D'accord? Pour nous, en Ayurveda, l'hydratation, elle se construit au fil des saisons, au fil des années. Et notamment, l'une des saisons dans lesquelles on va pouvoir construire notre hydratation, c'est l'hiver. Est-ce qu'on a dormi suffisamment cet hiver? Est-ce qu'on a pris le temps de se reposer? Est-ce qu'on a eu plus d'immobilité à l'image de la nature, puisque la nature, c'est la qualité de son hiver qui va lui permettre et qui va définir la qualité de son été. La plante, c'est là où elle prend tous ses minéraux. Et puis, finalement, certains arbres, certaines fleurs, certaines plantes, malgré la canicule, elles tiennent. Parce que potentiellement, elles ont eu un hiver assez régénérant et elles ont eu justement une capacité à s'adapter. Et puis, la plante aussi a une mémoire, a une immunité. Et donc, elle va prendre l'information de cette saison-là, elle va la garder dans ses semences, elle va la transmettre dans ses racines. Et au fil des prochains cycles saisonniers, la plante va grandir, se reproduire, définir ses paramètres par rapport à cette chaleur à laquelle elle a été exposée. De la même manière, on est une entité intelligente qui s'adapte et si on permet au corps, et c'est ça le sujet de cette vidéo, c'est si on laisse l'espace nécessaire au corps pour qu'il puisse faire son adaptation, on va s'adapter. Notre corps s'adapte. Il y a des peuples qui vivent sous des climats bien plus rudes que les nôtres et ils vivent bien puisque au fil des générations, il y a eu une adaptation. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui empêche notre corps de s'adapter? Eh bien, c'est tout ce qui va provoquer la maladie. C'est l'indigestion, c'est le système nerveux qui est excédé. C'est finalement, si je devais le résumer par rapport à l'introduction de mon propos, c'est parigraha. C'est cet attachement qui nous pousse à garder des comportements qui vont offenser la conscience, notre conscience à nous, et qui conditionne un terrain qui va moins bien s'adapter. Et toute crise est là pour révéler quelque chose. Et toujours une occasion d'apprendre. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est bien, que c'est juste forcément. Je ne sais pas ce qui est juste ou pas, je ne pense pas être placé pour le dire. Par contre, ce que j'ai expérimenté, c'est que toute crise porte un apprentissage. Et que ce qui ressort de cette crise, même si c'est une colère, parce que cette canicule, elle a justement mis en mouvement beaucoup de colère. Puisque la fièvre, c'est aussi un moment où tout ce qui était un petit peu présent dans l'inconscient, tout ce qui n'avait pas été dit, remonte à la surface. C'est un petit peu, et la fièvre d'ailleurs, elle se passe à des périodes particulières de la vie. Elle va se passer dans des périodes où justement il y a des choses qui n'étaient pas exactement justes pour nous, et on a eu des failles, des brèches au niveau de l'énergie, au niveau de nos corps qui vont être plus subtils. Alors ça fait pas partie de la pensée et du système moderne, donc attention, les médecins peuvent crier face à ces notions-là, mais en Ayurveda, elles ont leur impact. En Ayurveda, l'immunité, c'est pas juste des globules blancs, c'est notre harmonie avec le monde, c'est la qualité de notre champ magnétique, c'est nos entités subtiles, c'est nos corps subtils qui sont présents aussi dans certains yogas au niveau de ce qu'on appelle les koshas. Donc, ce qui nous a fait perdre justement enfin voilà, ce que je disais, pardon, ce que je m'égare un petit peu, c'est que les périodes de fièvre sont toujours des périodes de bilan. Par exemple,
pour les femmes qui ont des cycles menstruels, la température corporelle, elle monte légèrement avant les menstruations. C'est comme une forme de fièvre. Et c'est en général un moment où tout ce qui n'a pas forcément été juste dans le cycle ou dans les cycles d'avant va remonter et va se manifester sous la forme d'une colère. Cette colère, elle est juste la colère, c'est toujours une énergie qui est remise en mouvement. Par contre, si on reste simplement dans le flux de la colère et qu'on se laisse driver par ça, on peut passer à côté de ce qu'il y a derrière cette colère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, Shiva se met en colère et il détruit tout, mais cette colère est constructive puisqu'elle permet, dans ce mythe, aux divinités de se retourner vers la conscience et de la réhonorer. Donc c'est ça l'idée, c'est que la colère, tiens, qu'est-ce qu'elle vient nous montrer, cette colère qu'on peut constater dans la sphère publique pendant la canicule? Elle vient mettre en lumière des manquements qui ont été faits, elle vient mettre en lumière des choses qui ne sont pas normales. Donc elle est saine. Par contre, le fait de rester purement et de se driver dans cette colère, au niveau physiologique, la colère, c'est une émotion qui est chaude, qui est liée à Pitta Dosha, donc qui va entretenir cette chaleur. Et en Ayurveda, pour se rafraîchir, on essaie justement dans les mesures, indépendamment des plantes, de l'alimentation, de se mettre dans des endroits paisibles, avec des gens aussi qui sont agréables pour nous, qui sont doux. Ça aussi, ça va rafraîchir. Donc de ne pas laisser uniquement cette colère détruire et nous consumer, mais pouvoir utiliser cette colère comme un bilan et comme tiens, qu'est-ce que ça me raconte de moi? Qu'est-ce que ça m'invite à faire comme bilan au niveau collectif? Que en fait oui, ça me met en colère qu'on n'ait pas fait ce qu'il fallait pour se prémunir de la chaleur, qu'on n'ait plus d'arbres alors que c'est quelque chose effectivement de vital. Mais derrière ça, c'est ok, maintenant qu'est-ce que je peux moi personnellement, puisque c'est toujours une invitation à la fin personnelle, hein, mon propos il n'est pas collectif, c'est pas mon domaine de faire de la politique ou des choses de groupe, mais plutôt de comment est-ce que ces événements peuvent nous permettre justement d'aller explorer, d'aller questionner, d'aller voir quelque chose. Hein, de la même manière qu'une fièvre va jamais se manifester par hasard, et en général après une fièvre, on a souvent envie de ranger, de faire du tri un petit peu dans sa vie parce que il y a une digestion de l'inconscient vers le conscient qui est produite. Donc, c'était ça le partage que j'avais envie de vous faire dans cet épisode-là, plutôt que simplement des conseils bien-être, de manger tel truc, etc. On pourra en parler dans une autre vidéo et si ça vous intéresse, dites-le moi. J'avais surtout envie de remettre en perspective avec le phénomène intérieur et extérieur, qu'est-ce que ça pouvait souligner et en quoi ces épisodes sont des opportunités en fait de pouvoir s'observer, de pouvoir comprendre, de pouvoir accéder potentiellement à des parts de nous qu'on n'avait pas encore visitées. Et surtout, ça vient souligner en fait notre rapport à la vie, notre rapport à l'Ayurveda. Et je pense que c'est assez précieux.